La région de la Seine-Saint-Denis est considérée comme la banlieue de Paris. Ici, qui dit banlieue, dit souvent trafic de drogue et violence. Les cités, qui sont l'équivalent des ghettos américains, ont contribué à faire la réputation peu enviable de la zone appelée le 9-3. Et comme j'ai peur de rien, direction Saint-Denis. En me promenant à l'intérieur du 93, je vois le Stade de France. Mais une chose qu'on se doit de voir, c'est la basilique Saint-Denis, l'endroit où 43 rois de France sont enterrés. Le 93, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs, beaucoup de trafic aussi. On est dans une période de l'année où c'est déjà gris. Donc aujourd'hui, il pleut. Et là, je m'en vais visiter le 93, me faire vraiment là, une tête là, de ce que c'est cette banlieue de Paris. Donc, mon lieu de rencontre, c'est un café français qui s'appelle Les Copains. Et là, je m'en vais rencontrer mon guide pour la journée pour me faire découvrir les beaux côtés du 9-3. Pourquoi, lorsqu'on parle du 93, c'est toujours à connotation négative? Oh, c'est parce qu'on voit que la mauvaise partie, en fait. C'est comme si on mettait une œillère sur la partie positive. Je vais vous expliquer, là. Il vient du 93, mais il était comme tanné d'entendre parler de façon négative du 93. Donc, il a décidé de partir avec son sac à dos, sa bicyclette, une caméra, pour aller vivre dans le 93 et découvrir les beautés de son quartier. Donc, c'est quand même un peu bizarre. T'es parti en voyage dans ton quartier. L'idée, c'est de montrer qu'au bout de sa rue, il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel. Et que finalement, même la chose que tu as l'habitude de voir et devant laquelle tu passes tous les jours, tu ouvres la porte et il y a un truc magique. Moi, c'est ça que je voulais mettre en avant. Qu'est-ce que tu as découvert de ton périple? D'abord, l'architecture du logement social. Ça, pour moi, ça a été quelque chose, une sorte de révélation, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les architectes ont voulu essayer de proposer une alternative à ce qui se faisait en termes d'architecture de logement social. Et en fait, on ne valorise pas du tout ces lieux-là, en fait. On valorise les erreurs, mais on valorise pas ce qui s'est fait de bien, en fait. Et on parle seulement du 1% ou de 2% qui font des choses qui ne sont pas correctes, et on ne parle pas du 98% des gens qui vont travailler, qui aiment leur pays. Moi, c'est surtout ça, le patrimoine humain. Si par exemple tu as envie de découvrir, de parler, tu t'intéresses, tu as envie de te rencontrer, là forcément tu seras bien accueilli. Mais si tu es dans une optique de voir que les mauvais côtés, là c'est sûr que tu seras mal reçu. Tu te feras forcément bien accueillir si tu as de bonnes intentions. Donc merci, ça me permet d'avoir une meilleure idée. Est-ce qu'on y va? Ouais, on y va, allons-y. Super. Une des beautés cachées que Wael et moi, on va découvrir, c'est la maladrerie, qui est au cœur de la cité. À prime abord, lorsqu'on le regarde, si on ne s'est pas fait expliquer c'est quoi, on a l'impression qu'ils ont complètement manqué leur coup. Donc ici, c'est la maladrerie. C'est ça? Maladrerie, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est venu par rapport au passé de ce lieu, qui était un endroit où on mettait les malades. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des formes assez
assez bizarre. Donc, mais il y a beaucoup d'idées derrière cette architecture. C'est aussi un moyen de donner des appartements différents à la classe populaire, au prolétariat, parce que c'est des appartements HLM. Et aussi toute cette verdure qu'on ne voit pas forcément parce que la saison n'est pas là. L'été, ici, ça doit être voilà, fabuleux. Il y a énormément de verdure qui dépasse des terrasses. Donc, sur chaque terrasse, il y a des jardins. Voilà. Est-ce que je me trompe ou c'est le genre d'endroit que ça prend une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir vraiment apprécier les lieux? Oui, tout à fait. La cité est remplie de plein de petits endroits assez confinés ou assez ouverts. Donc on peut se retrouver dans beaucoup de situations différentes pour pouvoir même apprécier le quartier tout seul. Bon, après, ils ne sont pas autant exploités qu'on le voudrait, parce qu'il faut aussi que les gens sortent de chez eux. C'est pas si facile que ça. Mais la cité est prête à ça. Donc ici, Raphaël, l'attribution des logements, ça se fait comment? Ça se fait suite à une liste très longue de l'office HLM et qui passe par la préfecture. Donc c'est la préfecture qui va assigner un logement à une famille. Voilà, c'est le préfet qui décide. Donc c'est ce qui fait en sorte que des fois, on peut avoir un endroit qui a plus d'enfants que d'autres. Tout à fait. Et ici, d'ailleurs, on se retrouve avec beaucoup trop d'enfants au même endroit. Il y a une concentration. Et l'autre aspect, les enfants grandissent, deviennent des adolescents, ce qui amène d'autres problématiques aussi. Voilà. Après, il y a tout ce qui est après la misère et puis toute la délinquance. Après avoir terminé notre visite, on se dirige, Joël et moi, vers le canton d'Aubervilliers pour aller visiter un petit foyer où ils servent des repas chauds à faible coût. Donc, on va voir ça. Comment ça s'appelle ici? Ici, on est chez Tafé Mafé. En fait, on appelle ça en France un foyer. Et en fait, le truc, c'est des plats pas chers pour tout le monde. Donc là, c'est environ 3 €, un truc comme ça. Et en fait... Seulement 3 €? Oui. Mais là, n'importe qui peut venir ici. Bien sûr, bien sûr. Moi, je viens souvent ici parce que je trouve que c'est pas cher et c'est bon, surtout quand on voyage et qu'on découvre. Le restaurant, c'est simple, c'est une cafétéria dans un immeuble qui a déjà eu des meilleurs jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Paris, c'est une vieille ville. Et le quartier où on est, il y a plein de nouveaux buildings qui sont en construction, mais celui où le foyer se trouve, c'est un peu l'endroit où tous les travailleurs du quartier, les résidents et ceux qui vivent dans la rue peuvent aller manger. Et je dois le dire, c'est très, très occupé. Écoutez, ils servent 500 repas par jour seulement pour le dîner. Il était le temps de faire ce que j'aime le mieux dans un restaurant, c'est de manger. Et je pouvais justement visualiser ce qui était leur spécialité, le poulet et le riz. Ça tombe tellement bien parce que c'est ma spécialité aussi. C'est bon, ça se mange bien et surtout, il y en a beaucoup dans l'assiette. Ça, c'est mon genre d'endroit. Maintenant, j'ai bien mangé, fait que je peux continuer ma visite du 93. Avec plaisir, vas-y, hein, tu vas découvrir de belles choses. Merci. À la pluie battante, il commence à faire noir. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Donc, c'est une période où la ville s'active. Paris, de façon générale, les débuts de journée sont plutôt lents. Et sur la fin de la journée, la ville prend vie. C'est ce genre de visuel que je retrouve à travers tous les graffitis, à travers les poubelles qui traînent, les voitures stationnées sur le côté des rues. C'est plein de trafic, plein de gens, plein de vie. Je m'en vais rencontrer dans le canton de Saint-Ouen Willow. Willow, c'est un individu qui a beaucoup d'expérience dans les cités. Il a une vie dure. Je pense que ça va être un bon guide pour me faire visiter les côtés les plus rudes de la Seine-Saint-Denis.
Willow, peux-tu me dire à quel endroit on est exactement? Là? Parce qu'on est sur la limite de Saint-Denis. Là. Voilà, on est à Saint-Ouen précisément, en Ile-de-France, on reste toujours en Ile-de-France. On est toujours dans le 93. Ah, toujours dans le 93. Et là, le 93, il y a mauvaise réputation. Hein? C'est ce qu'on y dit, hein. C'est comme les chiens, on dit qu'ils ont une mauvaise réputation alors que... Ah, ça dépend toujours comment on les approche. Hein? C'est l'éducation, c'est comme les enfants. Si on éduque mal ses enfants, ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Si on les éduque bien, ils finissent à l'école avec des bons diplômes. Donc ici, contrairement aux États-Unis, où il y a des gangs de rue, c'est plus des cités auxquelles tu appartiens. Donc des tensions entre les cités. Voilà, ouais, c'est une personne qui va s'embrouiller avec la cité d'à côté. Généralement, la cité qui est avec lui va bouger pour lui. Donc c'est une confrérie, en fait. Après, une personne comme moi qui connaît un peu ici, un peu là, on peut faire intervenir plusieurs cités. Là, après, ouais, ça peut être dangereux, mais bon. De façon à avoir un angle différent, je vais droit au but et je lui demande, est-ce que c'est facile de se procurer une arme à feu dans le quartier? Si on compare avec les États-Unis où il y a beaucoup d'armes à feu, ici, est-ce que c'est plus du couteau, des armes blanches? Il y a beaucoup d'armes à feu, malgré que Oui. ce soit interdit. Tout le monde en a une pratiquement. C'est facile à trouver? C'est facile à trouver et puis beaucoup de jeunes en ont. J'en connais beaucoup. Hein. Ceux qui en ont, généralement, c'est qu'ils ont quelque chose aussi à se reprocher. Ou qui ont peur, parce que maintenant les jeunes ne veulent plus faire la bagarre comme avant nous on faisait. C'est qu'ils vont sortir un couteau, une arme, et ça c'est la peur. Si je vais acheter une arme à feu, comment difficile ça va être pour moi d'en trouver une? En moins d'une heure, c'est bon. On va en chercher une? On peut, ouais, après, est-ce qu'ils vont vouloir? Parce que justement, On essaye? on peut toujours essayer, mais est-ce qu'ils vont vouloir? Allez, on y va. Allons-y. Je suis Willow et on se dirige vers un petit café. Il y a des gens à l'intérieur, il y a des gens à l'extérieur, il y en a qui font le va-et-vient. Et clairement, mon arrivée avec Willow dérange un peu. Donc, il se met à parler avec ce qui m'apparaît être le leader de l'endroit. Et la personne qu'il recherchait n'est pas là. Non, mais je dis, ouais, c'est facile de trouver une arme en moins d'une heure ici. Donc, ça se met à travailler sur le téléphone cellulaire pour tenter de le repérer, pour justement faire en sorte de créer une rencontre pour qu'on puisse faire la démarche. C'est sûr qu'avec des caméras, ça n'aide pas vraiment les choses. Donc, avec ce fameux leader, on quitte l'endroit pour se rendre à un autre café, qui est un autre endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cafés-là cachent quelque chose. C'est des points de vente de stupéfiants. Et il ressent un peu de ressentiment à faire cette démarche-là avec nous, parce qu'il est en train de montrer quelque chose qui était, selon lui, interdit. Malheureusement, la personne qu'on aurait pu faire la transaction n'est pas là. On va se diriger vers la cité, rencontrer d'autres personnes qu'il connaît. Et là, le leader, lui, est complètement pas d'accord parce que Willow lui demande son aide pour venir au prochain lieu. Et là, ça fait vraiment pas son affaire et il décide de quitter. Et il avait pas l'air très de bonne humeur. Il faut comprendre, il y a certains risques aussi là, à faire Voilà, ce qu'on fait. ouais, parce que c'est sacrément tabou ici. C'est pas des choses qu'ils aiment dévoiler. Et surtout, après, savoir que ça existe aussi. Parce que sinon, ça peut créer des conflits, C'est l'état des choses, quoi, en fait. Donc, on y va? Ouais, on va aller faire un tour. Donc, dans quelle cité on est, là? Arago, Saint-Ouen. C'est une ville qui bouge quand il fait beau. Là, il pleut, il fait froid. il n'y a pas un chat. C'est l'hibernation totale des jeunes. Ah, mais les gens continuent à faire leur business quand même. Là, ça doit être en souterrain ou carrément annulé, quoi, parce que... On n'est pas chanceux.
Non. Malheureusement, même les dealers, quand il pleut, ben, eux aussi, ils aiment mieux être au sec qu'à la pluie. Donc, ils entrent à l'intérieur et ce qui fait en sorte que notre démarche reste vaine. Ce qu'il faut comprendre, si t'es pas ici, on peut pas tourner. Ouais, non, c'est mort. Parce qu'il y a même des grosses chaînes de reportage qui ont voulu venir ici. Ils se sont fait caillasser, enlever les caméras. Même on a beau être costaud, ça fait rien du tout. Ça va vite en plus. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui passent, il y en a qui viennent voir, mais ils restent derrière les caméras, ils refusent d'être filmés. J'ai même confirmé avec Willow, dès notre entrée dans la cité, on a été identifiés et les gens savent qu'on est là. Et comme tout vagabond bien avisé, lorsqu'il commence à avoir de l'action, c'est le temps de s'en aller. Building brothers with the feedback. Like my levels, I don't need that. Believe that. En me promenant le soir, il me vient l'idée d'aller voir quelque chose d'assez inusité. Des prostituées qui font ça dans des vannes postées sur le long d'un parc. Ça frappe mon imagination. Nah, I don't wanna backtrack. If you're a system, I'm a hack jack. You stay following others just like a map trap. Me, you could search the world, you better match that, catch that. Quand j'arrive dans la rue, il y a des terrains de tennis avec des Asiatiques qui jouent. Ils ont des manteaux d'hiver, donc ils sont carrément pas habitués à cette température. Et aux côtés de ça, bien, il y a des vanettes avec des prostituées dedans. Il y a des gens qui arrêtent, ils se rendent aux fenêtres, discutent avec eux. Ça frappe. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben moi, en tout, ça fait 27 ans de prostitution. 27 ans. 27 ans de prostitution, j'en ai 43, donc j'ai commencé à 15 ans. À 15 ans? Ouais, 15 ans. Et comment ça a débuté? Ben, j'étais en train de promener mon petit chien dans un parc d'où je suis originaire, de La Rochelle. Et il y a un monsieur d'un certain âge qui m'a accosté, qui m'a dit oui, si tu veux, on fait connaissance. Moi, je savais pas, je connaissais pas tout ça. Et il m'a donné de l'argent. Puis après, fellation, tout ça augmentait, puis je faisais que les clients comme ça. Donc, ensemble, on discute, puis elle m'explique comment ça fonctionne. Finalement, un cours 101 sur la prostitution dans les vanettes. Comment difficile c'est de faire ce travail-là au niveau émotionnel? Niveau émotionnel, il faut être très, très blindé. Il faut vraiment être costaud. Parce que si on est quelqu'un avec une sensibilité ou une faiblesse, une fragilité, c'est pas possible. On ne tient pas et certains virent dans l'alcool, les drogues et puis certains se suicident. Moi, j'en connais qui se sont suicidés. Hein. C'était un truc où elles assumaient pas, où elles faisaient ça à contre-cœur. Parce que certaines, elles viennent de pays étrangers pour envoyer de l'argent pour faire vivre la famille qui est au pays là-bas, qui est dans la misère. Elles font des mandats chaque mois pour que la famille mange, pour que tout le monde vive, quoi. Donc, toi, t'es transsexuel? Transgenre. Transgenre? Transgenre, transsexuel, s'opérer du bas. OK. Moi, j'ai encore le bas. J'ai tout fait sauf le bas. Parce que c'est ce qui plaît aux clients, le petit truc en plus. Ah oui? Eh oui, des coquins. Donc, il y a une clientèle. Ah oui, non, il y a une clientèle, ce qu'on appelle les hétérocurieux. C'est pas bisexuel parce qu'ils sont pas attirés et par les femmes et par les hommes, ils sont attirés juste par la féminité, mais avec le petit truc en plus, donc hétérocurieux. Donc, toi, tu as décidé de changer ton apparence à un Oui. certain moment. Comment c'est arrivé? Je l'ai toujours voulu. Je me suis jamais senti garçon, je me suis toujours senti femme. Donc j'ai toujours su qu'à la base, je franchirais le pas. Mais comme je venais de province, on n'avait pas vraiment les réseaux ou les contacts pour ça. C'est plus facile en ville qu'en région. Oui. Ah non, mais en région ou en province, c'est très très difficile. Même homosexuel, il fallait pas trop le dire fort, quoi. Parce qu'il y avait encore des systèmes de la chasse au PD où les mecs qui passaient en scooter, il y avait des lieux de drague et ils se faisaient massacrer, ils se prenaient des coups de bâton. Donc ça faisait peur. Donc, Est-ce que ça t'a permis de t'épanouir en tant que personne? Totalement. Totalement. J'étais quelqu'un de très introverti. Maintenant, je suis moi parce que j'ai choisi mon apparence, j'ai choisi mes modifications et je ressemble à ce que j'ai rêvé toute ma vie d'être. Bon, il manque encore quelque chose. Hein. Mais pas juste au niveau physique, Ouais. au niveau intérieur aussi. Ouais, parce que ma féminité, je peux la vivre amplement, largement. J'ai la carapace et l'enveloppe pour. Donc, ça va. Ma porte d'entrée pour pouvoir parler avec Samantha, c'était de pouvoir lui donner justement une fenêtre de visibilité pour pouvoir exposer quelque chose qui lui tenait à cœur, qui est un sujet sensible, le proxénétisme. Donc toi, tu travailles pas avec un pimp? Jamais, 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 jamais de proxénète. Non, non, jamais, jamais. Et ça, c'est hors de question. La fille qui commence là-dedans, elle a fini sa vie.
parce qu'il n'y a pas d'économie, elle y va à contre-cœur, elle est sous le joug d'un bourreau, parce que pour moi c'est un bourreau ou un esclavagiste, donc c'est pas possible. Est-ce que c'est dangereux d'être tout seul dans une vanne comme ça? C'est plus dangereux que quand on est en groupe en extérieur, parce que dans le camion, on se dit qu'on est protégé, c'est notre carapace. Mais on ne sait pas si le garçon va rentrer avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, s'il va être agressif ou s'il a des arrière-pensées violentes ou criminelles, on ne sait pas. Mais quand on est dans notre camion, on a quand même des petites armes cachées, une matraque ou une gaz lacrymogène, donc ça va. Mais ça peut être... Je vois tes matraques, là, c'est ça? Non, ça... C'est pas ça? non, ça se déconne. Ah, OK. Ce que j'ai apprécié de Samantha, c'est qu'elle a plein d'histoires à raconter et surtout qu'elle est candide sur sa profession et qu'elle est très franche lorsqu'elle me raconte le parcours de sa vie et surtout les histoires qu'elle a à me dire. Est-ce que tu as des anecdotes à me raconter? Sûrement. J'ai eu des garçons qui sont venus une fois à 4 et je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Hein. Ils ont voulu me voler le sac à main, ils étaient 4 dans la voiture. Donc il y en a un qui sort comme ça, j'ai mis un coup de pied dans la porte. Donc il a pris la porte en pleine tête. Donc déjà un d'assommé, le deuxième à l'avant a voulu, j'ai mis 2 pêches et un coup de talon dans la bouche. Et après toutes les autres, les copines, j'ai dit todas, parce que c'était des sud-américaines. Donc j'ai dit todas, ça veut dire toutes ensemble, c'est en groupe. On s'est jeté sur la voiture, on a cassé la gueule aux 4 mecs. On a cassé la voiture et les mecs sont repartis à pied. Donc voilà. Comment tu trouves ça, d'avoir cette discussion-là avec nous? Bah moi, je sais que c'est pas la première fois, parce que j'ai eu d'autres expériences où je me suis confié à la télé ou dans les médias. Donc c'est pas une première, mais c'est bien de reparler un peu dans le monde entier, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce système-là ou notre vie. On entend parler des politiques qui parlent de la misère des transsexualismes ou des transgenres, mais on ne leur demande pas aux transgenres ce qu'ils pensent réellement. Demandez-nous à nous et on vous donnera notre avis. Faut pas penser que les politiques ou les gens hors milieu savent mieux que nous, c'est faux. Ma rencontre avec Samantha est une rencontre qui m'a permis de voir une autre facette de la prostitution. C'était frais, c'était différent. Je dois le dire, après avoir quitté la vanne, comme tous ses autres clients, je suis sorti de là satisfait, mais pas pour les mêmes raisons. Alors que je roule dans Saint-Denis, je remarque une ancienne traque de chemin de fer. Donc, ça donne un genre de dallo. Et les gens, bien, malheureusement, utilisent ça plutôt comme un bac à déchets. C'est quand même sur une longue distance. J'ai pas réussi à voir jusqu'où ça allait et de où ça partait. Mais j'ai été en mesure de pouvoir constater qu'il y avait plus qu'un citoyen qui utilisait ça comme dépotoir. Le but de ma visite dans cette partie du quartier, c'est de rencontrer un jeune artiste, rapper, qui s'appelle Mopler. Donc lui, il habite dans le quartier, il a grandi là, et comme ils disent les Français, il a fait les 400 coups. Donc, qu'est-ce que tu parles dans ta musique? Bah, je parle un peu de tout, hein. Je parle de mon vécu, je parle des strass et paillettes, je parle des meufs. Donc c'est Franchement, quoi? je parle de C'est ton tout. quotidien, ça? Plus aujourd'hui, mais moi je vendais de la drogue déjà avant de faire de la musique. Ça a commencé comment? Bah, c'est étant jeune, hein. On n'a pas d'argent, on veut manger, on a faim. À la maison, c'est la merde. C'est tous ces petits trucs-là, c'est tout ce manque de besoin en fait, quoi. Est-ce que toi, tu vivais avec tes parents? Je vivais avec ma mère. Est-ce que ça t'arrivait de donner de l'argent à ta mère? Ah, bien sûr, plusieurs fois. Dans ma tête, je me dis pas argent propre, sale. Pour moi, de l'argent, c'est de l'argent. Vous comprenez? Donc voilà, quand moi je vois ma mère qui n'arrive pas à payer ses factures ou à payer les huissiers, bah, je peux faire que ça.
Peu importe qui vous rencontrez dans ces quartiers-là, ils ont sensiblement tous le même vécu. C'est des quartiers pauvres, tous les moyens sont bons pour survivre. Et encore une fois, bien, ça ne fait pas défaut. Moppler me raconte sensiblement la même histoire. Est-ce que ça a été un de tes objectifs de pouvoir passer à d'autres choses et de mettre ça derrière toi? Ouais, ça faisait partie de mes objectifs, c'est sûr. Je me voyais pas toute ma vie dedans. Et après, il y a toujours des moments où on se remet en question, où on veut passer à autre chose, où en même temps on grandit aussi. Afin de me mettre en contexte, Moppler m'emmène à un endroit où il a exercé son métier de vendeur et maintenant qui est fréquenté par des itinérants. Et sur place, j'ai été à même de constater certaines personnes qui avaient fait un feu pour se réchauffer parce que c'était quand même assez frisquet. Mais le plus frappant dans tout ça, c'était de voir les rats qui couraient un peu partout. Vraiment, c'est pas l'endroit que j'aimerais coucher le soir. Donc ici, c'est un endroit où, lorsque tu étais plus jeune, t'opérais? Ouais, c'était un endroit où j'aimais faire mes conneries, si tu préfères. As-tu des histoires que tu peux me raconter? Regarde un autre rat. Il y a plein de rats ici. Bah, une histoire. Ouais, c'est la merde ici, je t'ai dit ici. C'est vraiment la merde, hein? Je me souviens d'une histoire là, je m'étais fait serrer par les keufs là. Tu t'es fait quoi? Ouais, je m'étais fait attraper par. La police? Ouais, par la police. Comment vous les appelez ici? Les cops? Les cops. Les cops? Ouais, les cops. Ils t'ont arrêté pourquoi? Les keufs. Bah, c'était pour des vols à l'arraché, hein. Donc, t'as fait les 400 coups, là? J'ai fait vraiment les 400 coups. Ouais. Y a-tu des choses que tu regrettes? Non, je regrette rien. Voilà, à cause de mes conneries, ça m'a quand même permis de manger, de m'acheter des vêtements, Voilà, mais c'est pas un truc dans lequel je comptais rester toute ma vie, quoi. Si je reviens ici dans 10 ans, Ouais. et je reviens te voir au même endroit, Je serai toujours là. ça va être quel Moppler que je vais rencontrer? Possible. Je sais pas. Tu sais pas? Ah, je sais pas, mais peut-être que tu me trouveras toujours là, au quartier. On se voit dans 10 ans, regarde le gros rat. Regarde le gros rat. Après avoir fait le tour avec Moppler, je lui fais mes salutations et moi, je continue à me promener dans le parc. Donc, une fois rendu près du feu, parce que je suis allé voir les itinérants qui y étaient, j'ai rencontré Najib, avec qui j'ai tenté d'avoir une conversation. Donc, Najib, tu vis ici dans ce parc? Je connais depuis 92. Je peux voir, c'est marqué « Vive la France ». Ouais. Quand je regarde ça, c'est pas la France qu'on connaît, là. Non, mais ça, c'est les musiqueries qui viennent d'arriver de bled et tout. Qui arrive de où, hein? Je sais pas, il y a ils viennent du Sénégal, il y a partout. De partout? Ouais, partout. Il y a des gens qui dorment dehors, là. Donc, ça doit pas être facile, hein? Oh, c'est difficile pour eux, franchement. Najib, c'est un itinérant. C'est difficile à décrire exactement parce que je veux pas avoir de préjugés. Et ce qui était le plus difficile, c'était vraiment ça, de communiquer puis d'essayer d'avoir une conversation qui allait m'aider à comprendre, je vous dirais, leur réalité et la misère dans laquelle ils vivent. Est-ce que c'est toléré de rester ici par les autorités? Je sais pas, ils n'ont pas le droit. Aujourd'hui, la police, ils sont dégagés et tout, ces affaires. Mais il est avec nous, t'as vu, ils sont bien et tout, tranquille. Et les sociétés font rien pour les aider? Non, rien, Rien? rien. Je crois que j'ai fait le tour du quartier. Fait qu'après avoir eu ma discussion avec Najib, j'ai décidé de quitter. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que si vous êtes au chômage ou vous cherchez du travail, dirigez-vous dans le coin de la Seine-Saint-Denis. Vous ne manquerez jamais de travail comme exterminateur parce que des rats, croyez-moi, il n'est pas prêt d'en manquer. Par la suite, je me dirige vers le quartier de la Courneuve pour rencontrer un individu qui, lui, a décidé d'emmener un peu de soleil dans cette partie du quartier. Donc, travaille auprès des jeunes, justement, pour leur donner un avenue puis une alternative au travail de la rue. Donc, Moudou, on est dans le 9-3 ici. Tu as grandi ici. Ouais. Et là, maintenant, tu as décidé d'utiliser ton passé pour aider les jeunes à rester dans le droit chemin. C'est ça.
Donc, toi, tu travailles pour un centre. Il y a C'est quelqu'un ça. qui te paie pour que tu fasses ce travail-là. Exactement, il y a quelqu'un qui me paye pour faire ça, mais je fais ça en dehors du travail. Moi, mon boulot, c'est de donner rendez-vous à des jeunes qui sont un peu dans des problèmes, qui sont plus à l'école, qui ne travaillent pas. Et c'est de les prendre, de les mettre dans un groupe. Et là, à partir de là, ensemble, avec les jeunes, on essaye de chercher des choses qu'ils ont envie de faire. Comment tu fais pour rendre ça intéressant pour eux, pour les jeunes, de choisir l'option que tu leur offres plutôt que de continuer dans le chemin qu'ils ont pris? En fait, je leur montre. Une fois, moi, j'ai pris un groupe de jeunes, je les ai emmenés au tribunal. Il y avait un procès. Et dans ce procès-là, il y avait des amis à eux. À la fin du procès, il y a des amis à eux qui ont pris 15 ans de prison. 15 ans. 15 ans de prison pour des faits qu'ils ont faits. Ils avaient fait quoi? Ils avaient fait. Il y avait eu un meurtre, il y avait eu des choses. Mais ça, je voulais qu'ils le voient de leurs yeux. Déjà, quand ils ont vu ça, ils se sont dit ah ouais, on va essayer de faire attention. Quelque chose d'original, c'était que Moudou utilisait plutôt la caméra pour pouvoir justement amener les jeunes à leur donner un nouveau centre d'intérêt. Généralement, on utilise souvent le sport, donc lui il utilise un canal différent, et ça, il trouvait ça vraiment génial comme idée. Est-ce qu'il y a un jeune avec qui tu as travaillé que c'est ton plus beau succès? Oui, il y a un jeune qui était venu me voir un jour, qui voulait faire un film. Lui, il pensait que faire un film, c'était juste faire le clown devant la caméra. Mon plus beau succès, c'est quand j'ai réussi à l'asseoir 1 an sur une chaise. Pendant 1 an, il écrivait. On écrivait des films, on écrivait le scénario. Et aujourd'hui, ce jeune-là, il commence à être acteur. Il fait des films déjà pour Gaumont, il commence à jouer dans des films au cinéma. Et quand je le vois, lui, je suis super content, en fait. Comment en es-tu venu à faire des films? Tu avais une formation ou c'est... Ah non, moi, j'avais aucune formation. Je sais que quand je suis arrivé, je devais m'occuper des plus grands. Les plus grands, ils ont entre 18 ans et 25 ans. Donc, je voulais trouver un moyen de les intéresser. Les jeunes, ils aiment la caméra, ils aiment le cinéma. J'aurais proposé de faire un film. Et tout de suite, ils ont adhéré. On s'est installés, on a écrit, on est parti dans des festivals. Quand ils ont vu qu'il y avait 250 personnes qui les applaudissaient, ils étaient heureux. Et là, maintenant, tout le monde veut intégrer le projet. Même des jeunes qui sont là, qui limite en train de dealer, eh ben, ils veulent revenir, ils veulent faire les projets avec nous. Donc, ça a vraiment changé les choses. Ça a changé les choses pour beaucoup de jeunes, en fait. Derrière moi, il y avait un groupe de jeunes qui étaient dans l'entrée de la cité et qui étaient en train de faire, comme Moudou me disait, la galère. Donc, tu connais les cas de la rue. Si je regarde le groupe de jeunes qui est derrière nous, donc eux, c'est-tu des jeunes que tu connais? Ces jeunes-là, je les connais pas forcément, mais ils savent qui je suis. Donc, eux, ils font quoi, là? Eux, ils font quoi? Le genre de choses que tu veux les faire arrêter de faire. Ouais, en gros, moi, je dis, ils galèrent. J'aimerais bien, à un moment donné, les prendre, leur dire, voilà, allez travailler. Et comment tu fais ça? Ben, je vais petit à petit, j'en prends un seul. Ils sont 10, j'en prends un seul. Lui, je travaille avec lui pendant 3, 4 mois, 5 mois. Et lui, à un moment donné, il va sortir de là. Donc, tu les divises, tu les prends en petits groupes. En petit groupe. Pas nécessairement quand ils sont tous là en même temps pour aller les rencontrer. Non, tous en même temps, c'est compliqué. Si j'en prends un seul, j'arrive à prouver aux autres qu'à un moment donné, ce jeune-là a réussi à sortir. Et les autres vont suivre petit à petit. Et au final, 6 sur 20 jeunes, en arrivant à en sortir 10, nous, on a réussi un peu. On a réussi. Donc, il aurait été intéressant de pouvoir entrer à l'intérieur de la cité pour voir comment ça se passe. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive avec des caméras, on les dérange un peu dans leur activité quotidienne, vous savez, leur travail, là, parce qu'on pouvait vraiment les voir travailler. Ils n'étaient pas nécessairement très discrets. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à travailler? Ah oui, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Vous enlevez ce genre de tour déjà, là, où tous les gens sont collés. Est-ce que ça va arriver un jour? Ah oui, ça y est, c'est prévu. Là, il doit rester 10 habitants seulement à l'intérieur. Ah, ici? Donc, ils font tomber les cités, là. Ils font tomber. Nous, de l'autre côté, où j'ai grandi, ils ont fait tomber. Il y en avait 5 tours comme ça. Ils ont tous fait tomber. Du coup, maintenant, c'est des petits immeubles. Déjà, c'est autre chose. Les gens ils vivent autrement, ils vivent mieux. Et c'est beaucoup Oui, parce que mieux. ça doit pas être le fun de vivre là-dedans. Non, c'est pas évident. La rencontre avec Moudou a été intéressante. C'était le fun de voir quelqu'un du milieu, quelqu'un qui venait de là, qui utilisait son vécu et toute son énergie pour faire en sorte d'avoir un impact positif. Et croyez-moi, c'est le genre d'endroit qui en a beaucoup besoin.
dimanche égale vie. Bulle d'oxygène de la semaine, prise au piège entre samedi et lundi. Bien sûr, samedi de sortir du lit vers midi. Pas d'incendie, alors j'explore les draps de manière approfondie. Toujours en me promenant à l'intérieur du 93, je me dirige vers Aulnay-sous-Bois, où je vais rencontrer quelqu'un dans le très célèbre quartier des 3000. Le quartier des 3000, c'est 3000 logements qui ont été construits à une autre époque pour permettre aux travailleurs venus de d'autres pays de travailler dans les usines de Citroën ainsi que d'Air France. Et malheureusement, les usines ont fermé et ces gens-là habitent toujours là. Les cités sont les bâtiments où on retrouve nos 3000 logements qui sont construits dans le milieu de vieux bâtiments qui, eux, étaient là avant cette époque-là. Donc, il y a vraiment un contraste entre une période un peu plus moderne ainsi qu'une période qui était possiblement avant-guerre, après-guerre, mais carrément d'une autre époque. Dans le 3000, il n'y a pas seulement que les bâtiments où on a une conjoncture de style. Je rencontre Adama, qui s'autoproclame le Tché du 3000 et qui veut devenir candidat à la présidence de 2022 pour représenter son quartier et changer une situation injuste que beaucoup de gens dans la région de Paris vivent. On est où exactement? Eh bien là, on est en plein cœur des 3000, dit la Rose des Vents, un des quartiers les plus dangereux, soi-disant, du 93, avec exactement 20 000 habitants, avec une population cosmopolite, où tu as des personnes de toute confession, de toute origine, de toute classe sociale. Et ici, là, tu es en plein rue Edgar Degas. Pour nous, c'est notre Champs-Élysées. C'est-à-dire lorsqu'il y a des mariages, lorsque les gens ils achètent des compètes, ou lorsque même il y a des histoires, ou même quand il y a des émeutes, où le point de rendez-vous il est toujours ici. Et là, en face de toi, là, tu as le Galion. C'est notre tour Eiffel, c'est notre patrimoine. Ça fait presque d'1 an, on se bat pour le réhabiliter. Car aujourd'hui, clairement, il y a des grands groupes et aussi les politiques dictatoriales. Ils veulent détruire le Galion. Ils veulent le détruire? Ils veulent le détruire. C'est comme une ville à l'intérieur d'une autre ville. Voilà, c'est une ville tout court, il y a 20 000 habitants. C'est qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. Il n'y a pas beaucoup de blancs ici, là. Voilà, parce qu'on est des blancs. Moi, je suis un blanc. Même si... T'es français. Vous êtes français. Voilà. Donc, finalement, il ne devrait pas avoir de différence au niveau de la nationalité. Voilà. On est tous français, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on définit un Français par la couleur. Alors que la France, on le définit par rapport à son histoire. Car il ne faut pas oublier, c'est très important, que la France, quand même, reste le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a l'impression de l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement. Donc, après avoir discuté ensemble pendant quelques minutes, on part à la découverte de son quartier pour qu'il puisse me montrer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y en est du fameux 3000. Ensemble, on sera au marché qui est dans le processus de fermer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a seulement 3 heures l'après-midi. Et comme il m'a expliqué, ça commence à 6 heures le matin et ça se termine à 3 heures. En gros, le marché, il est vital pour les habitants des 3000, car il y a des produits à bas coût, en sachant qu'on vit dans un contexte socio-économique très difficile. Mais voilà, aussi le marché il a assez des avantages par rapport aux propriétaires et par rapport aux locataires, qui est clairement le marché les dérange par rapport aux odeurs. Et vu que le marché il est nettoyé à l'eau et non au Karcher, donc ça crée des désordres. Ensuite, par rapport aux places de parking, par rapport aux incivilités des forains et des locataires et tout, etc. Et par rapport aussi au bruit. Car les forains ils viennent à 3, 2 heures du matin, les gens vont travailler le lendemain et ça crée du désordre. C'est-à-dire qu'ils payent des loyers de 750 €, 800 €, ils ne peuvent même pas inviter leurs amis ou leurs voisins ou leur famille lorsqu'il y a le marché. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où se stationner. Voilà. Le taux de chômage ici, est-ce qu'il est élevé? Très élevé. Très élevé. C'est une réalité. Pourquoi? Car en France, lorsque tu habites dans une zone géographique, comme Aulnay-sous-Bois, les 3000 dans le 93, c'est plus difficile de trouver du travail pour Benoît qui habite dans le 16e. C'est une réalité. Il ne faut pas se mentir. Pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent ici, donc c'est des gens qui viennent de l'extérieur du quartier. Non, la plupart, ils habitent dans le quartier. Mais ça, c'est un travail de forain. C'est un travail pénible. Donc c'est qui a le travail ici? C'est pas les gens qui y vivent? Eh bien, c'est Bouygues, c'est Vinci, c'est les grands groupes qui viennent à l'échelle de nos villes, de nos quartiers maintenant, et qui font du business sur de la misère humaine. Nous, ça fait exactement plus d'1 an, le mouvement La Révolution est en marche, on se bat pour faire une vraie charte de qualité
pour que le marché soit viable pour les forains et qu'il soit viable pour les locataires, qu'il soit viable pour les propriétaires. Parce que nous, on part du principe, le vivre ensemble et le faire ensemble, c'est très important. On va où? Et bien là, maintenant, là, on va aller dans une zone qui a été abandonnée, une friche, où ils sont en train de faire des constructions et faire montrer qu'aujourd'hui, ces personnes-là parlent de propreté, mais les institutions créent de la saleté dans nos quartiers. C'est incroyable. Allons voir ça. On y va. Par la suite, il y a quelque chose qui tient absolument à me montrer, qui va m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Et ce qu'il veut me montrer, c'est un terrain vague. Le terrain vague était seulement qu'une excuse pour m'expliquer sa vision du quartier, qu'est-ce qui est fait, et selon lui, qu'est-ce qui devrait être fait. Donc ici, on a des terrains vagues. On va construire des logements, des condominiums pour des gens qui vont venir de l'extérieur de la zone des 3000, ce qui va faire en sorte que les gens qui vivent ici vont être poussés à l'extérieur. C'est pas ce qu'on appelle la migration urbaine? Oui, encore pire, on appelle ça la gentrification. C'est quoi ça? La gentrification, c'est comment on fait partir une population pauvre, on la remplace par une population moyenne. Il faut arrêter de voir la gentrification, on va ramener des Blancs, on va jeter les Noirs et les Arabes. Ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, tu as des Noirs et des Arabes qui ont des revenus mensuels moyens, qui peuvent se permettre d'acheter une maison comme moi. Donc le plus vieux, c'est pas ça. C'est comment aujourd'hui, en France, on peut construire de l'accessibilité à la propriété sans même penser aux personnes qui n'ont pas les moyens de rentrer dans une maison, tout simplement. Tu me parles de Noirs et d'Arabes, Ouais. de Blancs. Ouais. Pourtant, vous êtes tous Français. On est tous français. Pourtant, à la base, on est tous français. Mais aujourd'hui, il y a des discours de certains politiques qui font croire que moi, Adama Traoré, je suis un immigré en situation régulière. Alors que je suis un Français. Et là, la réalité, c'est que la France, elle est raciste. Elle n'est pas raciste dans le sens propre du terme. C'est qu'elle n'a jamais accepté ses anciennes colonies. La preuve, nos parents n'ont même pas le droit de vote à l'échelle municipale. Tes parents ne peuvent pas voter. Voilà, c'est grave. Et aujourd'hui, s'ils auraient donné déjà ce droit-là à nos parents, eh bien, vu nous, inconsciemment, on aurait vu nos parents s'intéresser à la politique, parler politique à la maison, regarder une magazine politique, eh bien, nous, automatiquement, on aurait eu plus une conscience politique. Moi, j'ai vu mes parents toute ma vie galérer pour payer leur loyer. Moi, j'ai vu mon père parler avec des huissiers, essayer de négocier avec eux. Moi, je marchais chez moi à la bougie. Ça veut dire, moi, dans ma tête, dans ma vie, c'était aller chercher de l'argent. Nos parents, ils étaient honnêtes. Mais nous, quand tu sortais dehors, le seul exemple que tu avais en face de toi, c'était le dealer. C'était le braqueur. C'est la réalité, mon ami. Est-ce que quelque part, le fait de ce qui se passe dans la rue, ça fait peur? Franchement, heureusement, la rue, elle existe. C'est triste à dire. Parce que la rue, au moins, elle m'a appris la détermination. Elle m'a appris à faire du business. Elle m'a appris à cerner les gens très vite. Elle m'a appris à ne pas avoir peur de mon ennemi. Mais le concept du bien et du mal, lui, dans la rue, il n'existe plus? En gros, le bien et le mal, il est mélangé. Parce que nous, dans la rue, le mal, c'est les politiques. Le mal, c'est les banquiers. Le mal, c'est les personnes qui viennent avec leur soi-disant diktat nous imposer une chose. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le mal, quelqu'un qui va aller faire du business. Pour nous, c'est pas quelque chose de mal. Donc, dealer, c'est pas du mal. À partir du moment où tu deals pour essayer de subvenir aux besoins de ta famille, c'est pas du mal pour nous. C'est une réalité, monsieur. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Donc, si toi, tu vas dans la France blanche, on va dire ça comme ça, est-ce que tu vas être persécuté? Est-ce qu'on va te demander de partir? En fait, comme tu dis si bien, la France blanche, c'est pas ils vont me dire partir, ils vont me persécuter. Mais vu que eux, ils ont été endoctrinés par les médias et par les politiques à dire qu'il y a plusieurs France. C'est-à-dire que lorsque eux me voient, pour eux, je fais partie de la France d'en bas. Mais lorsque tu as des revenus mensuels assez élevés, comme Jamel Debbouze, comme Omar Sy, eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Parce qu'eux, ils ont des revenus mensuels qu'on oublie que c'est un noir ou c'est un arabe. Donc, il devient un blanc. Tout simplement. Et si un blanc vient ici, il va être reçu comment? Tu as été reçu comment? Très bien. Ça s'arrête là. Simple. J'ai adoré ma rencontre avec Adama. Très instructif. Il m'a ouvert les portes sur un lieu interdit. Il m'expliquait une dynamique qui est propre à leur quartier et tout changement positif qui peuvent leur arriver va être sûrement bienvenu. Si vous passez par Paris, rendez-vous à la Seine-Saint-Denis, allez y faire un tour.
ça a mauvaise réputation, mais si vous voulez voir un côté de Paris qui est un peu méconnu, c'est le genre d'endroit qu'il faut visiter. Écoutez, c'est relativement sécuritaire, il faut seulement respecter certaines règles. Allez-y de jour, mêlez-vous de vos affaires et faites seulement que regarder et inspirez-vous du moment. Vous allez adorer votre expérience.